ouïghour à laquelle j'appartiens. Je suis né et j'ai grandi dans le Xinjiang. Mon enfance fut heureuse et calme. À cette époque, nous vivions en harmonie avec les Han. À mes 14 ans, je suis venu en France avec ma famille. Là, on me raconta notre vraie histoire, la colonisation du Xinjiang par la Chine et les souffrances que cette colonisation a engendrées pour notre peuple. Une fois en France, la présence chinoise se faisait toujours sentir de manière insidieuse. Ainsi, alors que mon père, ma sœur et moi avions été naturalisés français, ma mère devait commencer à préparer à son tour son dossier de naturalisation. Et ce fut le début du cauchemar. À la fin de l'année 2016, elle reçoit un étrange appel de son ancien patron en Chine. Ce dernier lui ordonne de venir pour, dit-il, demander sa retraite et signer différents papiers. Il la harcèle quotidiennement pendant plus d'une semaine et elle finit par prendre des billets aller-retour pour un séjour d'à peine 15 jours. Au moment de l'embrasser pour lui dire au revoir, j'étais loin, très loin, d'imaginer la suite. Une fois arrivée en Chine, elle se rend immédiatement au bureau de son patron. Et là, dans le bureau, ce sont des policiers en armes qui l'attendent et qui l'embarquent au commissariat. Garde à vue, pendant des heures. On l'interroge sur ses relations en France, sur les activités politiques de son mari et de sa fille, moi. On ne lui donne ni eau ni nourriture. On la méprise et on la brutalise. Puis ils finissent par la relâcher en prenant le soin de lui confisquer son passeport et en lui interdisant de sortir de la région. Elle est déjà, d'une certaine manière, leur captive. Quelques semaines plus tard, en janvier 2017, elle est de nouveau arrêtée et emmenée en prison, où elle restera pendant 6 mois avant de rejoindre un camp de rééducation. Elle restera 1 an et demi, près de 550 jours, à l'intérieur de ce camp. Elle y subira toutes sortes d'humiliations et d'atrocités. Pieds enchaînés, même repas quotidien, en petites portions, partage d'une minuscule cellule avec une trentaine de femmes, cellule non chauffée, il faisait parfois moins de 0 degré, cellule surveillée en permanence par une caméra, les néons allumés 24 heures sur 24 pour empêcher le sommeil. On lui demande de renoncer à sa langue, à sa religion, à sa culture, à son identité. Tous les jours, elle doit apprendre et réciter des chants à la gloire de Xi Jinping, le président chinois. Elle y subit un intense lavage de cerveau ainsi que des tortures mentales et des violences physiques. Puis un beau jour, on la sort du camp pour l'emmener en prison. 3 mois supplémentaires. Pendant ce temps, je me bats pour alerter l'opinion publique française en mobilisant les médias et les organisations des droits de l'homme. Les premiers récits des rescapés commencent déjà à se diffuser partout dans le monde. Jour et nuit, je me bats pour qu'Emmanuel Macron nous prenne en considération et agisse pour faire libérer ma maman. 18 mars 2019. Après 2 ans et demi de séparation, d'absence, de silence, on entend pour la première fois sa petite voix, qui n'est pas exactement comme d'habitude. Ce jour-là, elle nous demande d'arrêter sur le champ tout ce qu'on a entrepris si on veut la revoir en France. Dès lors, on lui obéit, on cesse toutes nos démarches. On demande comme contrepartie une libération dans les plus brefs délais. À partir de ce jour, tous nos échanges avec elle par téléphone sont épiés, écoutés, enregistrés. Nous sentons bien une présence à côté de ma mère, même si elle nous assure du contraire. Nous subissons, nous acceptons, mais nous gardons espoir, un infime espoir. Après un intense travail diplomatique et médiatique, ma mère est enfin libérée fin août 2019. Enfin, elle rentre en France, à la maison. Enfin, je vais pouvoir la serrer dans mes bras. Je n'ai pas de mots suffisamment forts pour décrire l'émotion qui me submergea ce jour-là. C'était un mélange de joie, d'excitation, de tristesse, de colère, de haine et d'incompréhension. Mais je crois que la colère prédominait. Je sentais en moi une colère sourde, car nous n'avions pas à subir cette séparation et cette douleur. Nous n'avions rien fait. Elle n'avait rien fait. Elle avait vécu l'enfer, car on lui reprochait d'être ce qu'elle est, et personne ne doit être enfermé en raison de ce qu'il est. Intérieurement, je savais que ma mère avait eu de la chance en ayant été libérée, surtout quand on sait que plus d'1 million de personnes sont encore enfermées et torturées en Chine. Mais nous n'allons quand même pas remercier la Chine pour cette libération. C'est la Chine qui est dans l'illégalité, l'indignité et l'inhumanité, pas nous.
Donc non, je ne remercierai pas la Chine. Aujourd'hui, je savoure chaque instant avec ma mère. Je crois que son absence m'a fait réellement prendre conscience du sens des mots liberté, égalité, fraternité. Merci. Alors maintenant, je vous présente Hakim, qui est un lycéen de 16 ans et qui, pour un concours, tu peux expliquer, hein. Bonjour, je m'appelle Hakim Jibril et je suis lycéen et donc dans le cadre du concours de plaidoirie des lycéens, j'ai écrit une plaidoirie justement défendant la cause des Ouïghours et donc maintenant je vais vous faire part de ma plaidoirie. Merci. Le 25 janvier prochain, le monde entier fêtera le Nouvel An chinois qui marquera l'entrée dans la nouvelle année du Rat. Il s'agit là d'un événement majeur pour la Chine, puisque toute sa population, femmes, hommes, enfants, sera réunie pour 2 semaines de festivités, en famille ou entre amis, le tout dans la joie, la bonne humeur et la convivialité. J'ai toutefois omis de vous faire part d'une réalité bien plus tragique, car derrière tous ces sourires se cache tout un peuple qui souffre, le peuple des Ouïghours, cette communauté musulmane et turcophone vivant en République populaire de Chine. Car c'est bel et bien dans ce pays d'Asie de l'Est, de près de 1,4 milliard d'habitants, tant apprécié pour sa grande muraille que pour ses grandes étendues de rizières verdoyantes, que plus de 10 millions de Ouïghours, de tout âge et de tout sexe, vivent depuis plusieurs années sous le contrôle du gouvernement chinois et dans la crainte de subir le même sort que les quelques 1 million membres de cette communauté, détenus de façon arbitraire dans des camps d'internement en 2019. Omir Bekali, cet homme de 42 ans, né de parents ouïghours et kazakhs, décide en 2006 de quitter la Chine et d'émigrer au Kazakhstan afin de trouver du travail. Jusque-là, tout est normal, me diriez-vous, et vous avez raison. Cependant, la vie d'Omir va soudainement basculer lorsqu'il est contraint d'effectuer un déplacement d'affaires au Xinjiang, sa terre natale. Il est arrêté par les autorités chinoises et passe plus de 7 mois en prison pour des accusations d'aide au terrorisme, avant d'être envoyé dans un camp de rééducation pour une durée indéterminée, peut-être pour toute une vie. Lors de son séjour, comme les autres détenus, il est forcé à chanter l'hymne national et des chants communistes durant de longues minutes, et ce, de manière quotidienne. Comme les autres détenus, il lui est interdit de parler une autre langue que le chinois, sous peine de sanction. Comme les autres détenus, il est forcé à manger du porc, et s'il refuse, il sera châtié de sa témérité. Après plusieurs longs mois passés dans ce camp de l'horreur, Omir finit par être libéré, mais en sort profondément traumatisé. Tout comme Omir, Seyragul Sobay, cette femme de 43 ans, musulmane et kazakh, fut l'une des nombreuses victimes du terrible monstre chinois. Un soir de novembre, elle est enlevée par la police et se retrouve dans un lieu inconnu qui est en réalité un camp de rééducation et dans lequel elle est obligée d'enseigner le chinois aux autres détenus. Comme eux, elle subit torture, injections et manque de nourriture. Mais quel a été ce crime commis par Omir et Seyragul? Quel a été ce crime si grave, justifiant de tels agissements à leur égard? Quel a été ce crime si terrible, les détruisant à jamais? Vous me direz sans doute qu'Omir et Seyragul ont probablement tué, commis les actes les plus inimaginables. Eh bien non! Car le seul crime commis par Omir et Seyragul est d'être nés musulmans et ouïghours dans un pays multiethnique dominé majoritairement par l'ethnie des Han. Les Ouïghours sont les ennemis du peuple et les victimes de l'une des plus grandes crises des droits humains de notre ère. Ils font l'objet d'une surveillance massive et illégale. Dès qu'ils quittent leur domicile, les forces de l'ordre vérifient de manière permanente leur identité
ayant accès à des informations telles que la taille, le groupe sanguin ou encore les pratiques religieuses qui relèvent de la sphère privée. Toutes les activités quotidiennes et légales sont considérées comme suspectes, à savoir le fait qu'une consommation anormale d'électricité ou l'utilisation d'applications interdites par le gouvernement telles que WhatsApp peuvent vous mener tout droit en prison. Et la police va même jusqu'à traquer les exiliés qui ont cherché à fuir le régime et qui se sont établis à l'étranger. Le quotidien des Ouïghours s'est transformé sous la présidence de Xi Jinping en un véritable cauchemar dystopique, et ce, parce qu'ils sont des musulmans et Ouïghours. Mais le calvaire ne s'arrête pas là, puisqu'ils sont également les victimes d'une vague d'enfermement dans des camps de rééducation que la Chine a récemment reconnus comme des camps de formation professionnelle visant à lutter contre l'extrémisme religieux et le terrorisme. Les Ouïghours y sont enfermés pour la pratique des principes mêmes de leur religion, à savoir faire régulièrement la prière, ne pas manger de porc ou boire d'alcool, faire le ramadan. Le port de la barbe ou la possession d'un Coran sont considérés comme des signes de radicalisation, justifiant ainsi leur arrestation. Et les enfants sont également victimes de la répression, enfermés sans le consentement de leur famille, dans ces mêmes camps où ils apprennent à aimer le président et le parti. De manière générale, les conditions de vie dans les camps sont très dures et portent atteinte aux droits de l'homme. Certains d'entre eux sont torturés et violés, et les détenus vivent déshumanisés dans une promiscuité extrême, traités comme des moins que rien, parfois à 20 dans une seule et même cellule, avec un unique seau en plastique comme toilette, et ce, parce qu'ils sont des musulmans et Ouïghours. Et qu'en est-il du respect de l'article 9.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée et ratifiée par la Chine, dans lequel il est dit que les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré? Et qu'en est-il du respect de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans lequel il est dit que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants? Et qu'en est-il de l'article 18 de ce même texte qui garantit la liberté de religion? Et surtout, comment ne pas parler de l'hypocrisie du gouvernement chinois envers son peuple et envers l'article 4 de sa constitution de 1982, qui affirme que toutes les ethnies de République populaire de Chine sont égales et que toute discrimination ou oppression d'une ethnie quelle qu'elle soit est interdite. Malgré l'interpellation de plusieurs pays, comme l'Allemagne, l'Australie ou le Canada sur la manière terrifiante dont la Chine traite les musulmans du Xinjiang, la communauté internationale, et plus particulièrement les pays à majorité musulmane, préfèrent ignorer et même soutenir les abus commis dans la région. Et sur qui donc Omir, Seragoul et d'autres comme Gulmar ou Dilnur pourront-ils compter pour que leurs droits soient enfin respectés? Stéphane Hessel affirmait dans Indignez-vous, le motif de base de l'indignation était le motif de base de la résistance était l'indignation. Aujourd'hui, je suis indigné face à de tels actes. Et j'ai décidé non pas d'entrer en résistance, mais de me battre pour la cause des Ouïghours. Car ce n'est que tous ensemble que l'on pourra un jour faire cesser de tels agissements. J'invite donc chaque individu de ce monde, chaque individu indigné face à ces horreurs, chaque individu prêt à agir, à vaincre la peur et à s'exprimer au nom des Ouïghours, car ces derniers sont victimes d'un processus d'acculturation accéléré. Et ma principale crainte est que l'oppression dont ils sont victimes se développe et s'étend aux autres pays de cette planète, au détriment des libertés fondamentales, de l'ouverture d'esprit et de la tolérance. Je m'appelle Djibril Hakim, je suis lycéen et je me fais porte-parole des Ouïghours. Merci.
Récit de Omer Bekkali. Je m'appelle Omer Bekkali, né le 30 avril 1976 à Picham, dans la préfecture de Turpan. J'ai été diplômée de management à l'hôtellerie à Pékin et j'ai travaillé comme chauffeur dans la ville de Karamay. Je suis partie au Kazakhstan en 2006 en raison de discriminations répétées, d'injustice au travail. J'ai fait mon propre business dans le textile jusqu'en 2014. En 2015, j'ai commencé à travailler dans le tourisme et je suis allée à Xi'an en Chine en 2016 pour la grande foire du tourisme. Le 24 mars 2017, je suis allée participer à la foire du tourisme d'Urumqi, capitale ouïghour, organisée dans le cadre d'Expo Astana. J'ai voulu profiter de mon séjour pour aller à Turpan voir mes parents. Le 26 mars, à 10h, j'ai été arrêtée de force par 5 policiers sans aucun document ni aucune procédure. Ils m'ont mis un sac noir sur la tête. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est qu'on m'amène dans un silence absolu dans un endroit inconnu, me prenne du sang, me dénude et m'examine tout le corps avec un outil frotté partout. J'ai eu tellement peur que j'ai failli faire pipi. Lorsqu'ils m'ont examiné la peau, la salive et les yeux, j'ai pensé qu'ils allaient me prendre les organes vivants comme ils le font avec les prisonniers du Falun Gong. Ce soir-là, je suis enfermée dans une cellule avec 28 autres personnes enchaînées dans le centre de détention de Picham. On nous donne un pain à la vapeur et une soupe au riz. La pièce est humide, étroite, et aucun trou ne laisse passer l'air du dehors. Le 3 avril 2017, j'ai été déportée à la ville de Karamay, mains et pieds lourdement enchaînés comme un dangereux criminel, la tête couverte d'un sac noir. Le lendemain, on m'a amenée au sous-sol du commissariat Jérém Boulak de Karamay. On m'a mis sur une chaise tigre et on m'a fait subir des tortures extrêmes. Je suis accrochée, attachée au toit. On me bat à mort dans cette position. Je perds plusieurs fois connaissance. On me frappe avec une matraque électrique, un fouet en fil de fer, une matraque plate, une matraque en caoutchouc. On me serre les doigts des mains et des pieds avec une pince. Lorsqu'on me pique le dessous des ongles avec des aiguilles, la douleur arrive immédiatement à mon cerveau, tout mon corps prend l'électrochoc, je crie avec la force qu'il me reste. On m'écartèle. Je suis accusée par mes tortionnaires de profiter de mon travail dans le tourisme, de faire du trafic d'humains, d'envoyer des citoyens chinois en Syrie, de faire de la propagande du terrorisme, d'organiser le terrorisme, de défendre les terroristes, de tentatives de séparatisme. Ils m'ont torturée pendant 4 jours et nuits pour me faire avouer et signer ces crimes que je n'ai jamais commis. Le 7 avril 2017, on m'a examiné de nouveau. On m'a mis l'uniforme orange. On m'a enfermée dans la cellule 209. L'un de mes pieds est enchaîné, l'autre, au bout de la chaîne, est attaché sur le sol. Il est très difficile de m'allonger, enchaîné jour et nuit pendant 2 mois, même lorsque je mange, même pour mes besoins. Tout est effectué dans la même position. 7 personnes enchaînées, dont moi et 28 autres personnes qui ne sommes pas enchaînées, avons vécu ensemble dans une pièce de 18 mètres carrés sans fenêtre. Tous les matins, la soupe au riz, à midi un pain à la vapeur ou de la soupe aux choux chinois. Tous les jours, entre 12h et 14h, nous sommes obligés de nous asseoir, d'apprendre par cœur les lois, les chants rouges. Tous les vendredis, nous sommes forcés de manger un plat avec de la viande de porc coupée en petits morceaux. Pour chaque repas, nous sommes forcés de chanter 1 ou 2 chants rouges, de remercier le Parti communiste, la Chine et le président Xi avant chaque repas. Nous sommes obligés de souhaiter la bonne santé à Xi Jinping, la prospérité à la Chine, l'unité de toutes les ethnies. On doit le crier fort, au moins une fois, si ce n'est 3. C'est une obligation pour les détenus de 16 à 80 ans. Toutes les semaines, au moins 6 personnes disparaissent dans chaque cellule. On nous a déplacés dans d'autres camps alors que nous sommes déjà extrêmement affaiblis physiquement et mentalement. Dans le camp, c'est pire. Tous les jours, tout le temps, un bruit horrible qui ressemble à celui émis par la sonde de pression. Vous avez l'impression que votre cerveau va exploser. On nous a déplacés 2 fois du camp de la mort et nous ne savons pas où ont été amenés les disparus.
Ces 8 mois de torture, de souffrance. Où est-ce que je suis enfermée, si je suis morte ou vivante? Personne n'a réussi à savoir. Si on se rebelle, si on refuse de chanter, de manger du porc, si on n'apprend pas bien les lois, si on parle le ouïghour, si on ne crie pas à voix haute les bons souhaits, on reçoit 5 punitions. 1. Quand les gardes sont fatigués de matraquer, ils nous ordonnent de rester debout contre le mur pendant 24 heures sans manger ni boire. 2. Après avoir matraqué, les gardes nous arrachent sur la chaise tigre sans donner à manger ni à boire pendant 24 heures. 3. Après le matraquage, nous sommes jetés dans une pièce noire pendant 24 heures, toujours sans manger ni boire. 4. L'été, ils nous accrochent nus sous la chaleur forte du soleil. L'hiver, ils nous jettent nus sur de la glace et nous versent de l'eau froide. Pas de nourriture, ni d'eau. 5. Vous êtes amenés à la prison de l'eau. Vous y êtes accrochés, l'eau jusqu'au cou. Vous y restez tant que vous ne vous repentez pas. Si vous ne faites pas ce qu'ils demandent, si vous ne signez pas ce qu'ils veulent, vous êtes torturés à mort. Je me souviens de la mort d'une personne âgée qui s'appelle Younous et du jeune neveu de 26 ans du chef adjoint de la police de Karameh. Mon père, Bekali Ibrahim, est mort sous la torture dans un camp de la mort le 18 septembre 2018. J'avais voulu dénoncer au monde ce génocide sur les Ouïghours et les Kazakhs pour que la justice, la bonté, la vérité et les droits humains. Malheureusement, je n'ai pas vu un résultat efficace. Toutes ces horreurs que nous racontons semblent pour les autres comme une histoire dans un roman. Il nous est devenu difficile de convaincre le monde du génocide qui est en cours, sans une extermination visible. Ce sont ces documents confidentiels de 403 pages qui ont donné la lumière pour toutes ces personnes innocentes qui subissent la torture alors que depuis tout ce temps, nous avions pourtant crié partout sans avoir un retour. Le monde sait désormais qui sont ces gens dans ces camps de la mort. Maintenant, ils savent ce qui se passe dans ces camps, dans ces prisons, et pourquoi ils y sont enfermés. Maintenant, c'est au reste du monde de faire ce qu'il faut faire. Nous allons mourir tous un jour, mais nous devons laisser un monde meilleur, un monde plus juste pour nos enfants. Sans que le PCC disparaisse, il n'y aura pas de paix pour l'humanité. Par cette horrible expérience de camp, j'ai appris comment se tenir devant l'ennemi le plus puissant du monde. J'ai appris à apprécier l'humanisme. Alors maintenant, j'invite Olsi, qui est historien canado-albanais et qui a eu, alors je ne sais pas parler de privilège, mais en tout cas qui a été invité par la Chine à venir visiter les camps. Alors la Chine l'a fait sous le motif, a invité Olsi, parce qu'Olsi avait des positions, disons, qui n'étaient pas très pro-occidentales, avait une attitude négative vis-à-vis de l'Occident, et Olsi s'est rendu dans ces camps en fait, pour obtenir la preuve que ces camps, en fait, c'est une pure invention de l'Occident, que c'était de la propagande occidentale. Mais finalement, il en est revenu et il va vous raconter ce qu'il a vu. Bonjour à tous. My name is Orsi and I come from Albania. Je m'appelle aussi et je viens d'Albanie. I'm a historian by training, J'ai une formation d'historien and because I'm historian, sometimes I want to verify things as they really stand. parce que je suis historien. La plupart du temps, j'ai besoin de vérifier la réalité des choses. For this reason, in August 2019, Pour cela, en août 2019, after approaching the Chinese embassy in Tirana, Albania,
Après avoir contacté l'ambassade chinoise en Albanie, I joined a group of foreign journalists to visit Xinjiang, East Turkestan. j'ai rejoint un groupe pour visiter le Xinjiang. I spent around 8 days in Xinjiang, J'y ai passé 8 jours. visiting Urumqi, Aksu, and Kashgar. J'ai visité Urumqi, Aksu et Kashgar. My initial idea before going to Xinjiang was that what we see and hear in the West, people like this guy, I thought that they are dyers and people paid by the Americans. Mon idée initiale, c'était que ces gens que vous voyez là étaient payés et étaient des menteurs. I was suspecting that somebody in the West is trying to create a second Syrian-type jihad against China. So I wanted to find out myself what is really going on. J'avais la suspicion que ces personnes-là étaient en train de tenter de recréer un djihad à la façon de la Syrie, et je voulais vraiment savoir de quoi il s'agissait. However, what happened is that when we landed in Urumqi and we were met by our Chinese hosts, we found out that the situation is not as I really thought at the beginning. Quand nous avons atterri là-bas et que nous avons rencontré notre hôte chinois, nous avons réalisé que la situation n'était pas du tout celle à laquelle nous pensions. As foreign journalists that we were, the Chinese authorities, they hosted us in a hotel in Urumqi, where they delivered to us a number of lectures about the history of Xinjiang. Les autorités chinoises nous ont amenés dans un hôtel dans lequel elles nous ont donné plusieurs leçons sur l'histoire du Xinjiang. In the lectures that we received, the Chinese were telling to us that Xinjiang has historically been Han-Chinese, while these people, the Uyghurs, are immigrants who have come from Central Asia, and Xinjiang has never been their homeland. On nous apprenait dans ces leçons que les Ouïghours qui étaient sur place n'étaient que des immigrés sur une terre qui avait toujours appartenu à la Chine. On the other hand, the Chinese authorities explained to us the history of Xinjiang, whereby they were trying to convince us as foreign journalists that Islam is not an authentic religion of Xinjiang, but it was forcefully imposed on the Uyghurs by the less civilized Arabs and the violent Turks. On nous expliquait que l'islam n'était pas une religion qui était implantée avant dans le Xinjiang et que ça avait été apporté et forcé par les Arabes moins civilisés et par the Arabs and the... Less civilized Arabs and violent Turks. Ah, les Arabes moins civilisés et les Turcs violents. So, what we heard from Chinese authorities in Xinjiang is more or less what we hear, what we listen from Islamophobes across Europe. So far, things didn't look that terrible for us. Donc finalement, ce qu'on entendait sur place en Chine, c'est ce qu'on entend de la part de la plupart des islamophobes en Europe, donc ça ne nous avait pas choqués, sûrement. Here in France, for me coming from Albania, I hear time after time many of your politicians who are Islamophobes. And I said, okay, Xi Jinping is a kind of the Islamophobes that we see in France or in other parts of Europe. Par exemple, quand je viens en France, parfois j'entends plusieurs politiques avoir des propos islamophobes et je me disais, bon, ce qui se passe en Chine, c'est comparable à ce qui se passe dans la situation de plusieurs Européens. However, on the fourth day of our visit, the Chinese authorities, who at the beginning lectured to us and were showing to us how China is suffering from Islam, how Islam is a violent religion, and recently Islam has become the ideology of terror.
in the 4th day of our visit, the Chinese authorities sent us to what they call vocational training centers. Le 4e jour de notre visite, les autorités chinoises, qui nous avaient donc appris que l'islam était une religion violente, nous ont amenés à ce qu'ils ont appelé des centres de vocation, des vocational centers. In these vocational training centers, that the Chinese ambassador in Ankara, Turkey, calls them even residential schools, the Chinese authorities pretend that they are sending Islamic terrorists, radicals, who are being placed into these schools, and after coming out, they come as good Chinese citizens. Dans ces centres, on nous a expliqué qu'on emmenait des islamistes radicaux et qu'on les faisait passer du temps là-bas pour qu'ensuite ils ressortent comme des Chinois parfaits et normaux. So I was very eager to visit these centers, since we know that we in Albania, you in France, have many radical Muslims who have joined ISIS, and we are concerned about these people. And I said, okay, let me have a look at the Chinese version of the radicalization, how it is. Alors moi j'étais plutôt heureux quand on m'a dit ça parce qu'en Europe on a aussi quelques personnes qui sont radicalisées et qui vont rejoindre le djihad notamment en Syrie, et alors je me suis dit bon, allons voir ce que sont des centres de déradicalisation. However, what happened when they sent us in the 4th day at the Wensi County Vocational Training Center, which was in the city of Aksu, to our surprise, we did not see people returning from Syria. We did not see suicide bombers and killers, but we found some other kind of people. Et une fois arrivés sur place, dans la région, what was the city, à Axiom, ce que nous avons vu, ce n'était pas des terroristes revenant de Syrie ou des personnes allant commettre des attentats suicides. With this phone in my hand, the Chinese sent us in this vocational training center, which was actually a prison in the middle of a desert. They presented us with a group of boys and girls who were sitting in their classroom like you are sitting, and they were learning and speaking in Chinese. Et ils nous ont amenés dans un endroit, une salle avec une classe, avec des gens assis un petit peu comme vous l'êtes là, et ils nous ont présenté ça comme une classe avec un endroit où les gens pouvaient apprendre le chinois. And when I saw these people, I went with my camera and I told to the Chinese authorities, I want to see who they are, what they have done. I was expecting to find suicide bombers there, and I wanted to see how the Chinese are doing with them. And what I did, I started to interview them. I went to everyone that I could, and I started asking them, what is your name? What have you done? What is your crime? Why you have ended here? Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai fait mon travail, j'ai essayé d'aller les interviewer, d'aller voir qui étaient ces personnes, chacune, et donc je suis allée les voir une par une, je leur ai demandé quel est ton prénom, comment vous appelez-vous, où travaillez-vous, qu'avez-vous fait pour être ici. Before interviewing them, because we were a group of journalists, and two of us knew some Turkish, because we knew that these were Turkic people, and we saluted them, we told them Salam alaikum, like I told to you. And they responded, bonjour? No, they responded ni hao. Avant de leur parler, parce que nous étions deux journalistes à savoir parler quelques mots de turc, nous sommes allés les voir et nous leur avons dit Salam alaikum. Et ils nous ont répondu ni hao. Or bonjour. Ou bonjour. No, they said ni hao. And then we started even talking to these people in their language, because they speak Turkic language. So we told them, Merhaba, ben Orsi Arnaut Lugda. So hello, I'm Orsi, I'm from Albania. So I was expecting these people to respond to me in their own language. But to our surprise,
they were looking at their Chinese teachers like this and telling to us, ni hao, ni hao. Donc nous avons essayé de leur parler dans leur langue, d'essayer d'engager la conversation avec eux, et malgré le fait que nous parlions turc, eux répondaient uniquement quelques mots de chinois en regardant avec un air apeuré leur tuteur chinois qui était dans la salle. And then we understood that these people, they were afraid to speak their language. So what I did after that, I started interviewing them. Their names were, what's your name? Caroline. No, Caroline, they had other names. Their names were Sumaya, Muhammad, Anwar, Kadri, and they had Muslim names, you know. And I started to interview them because I wanted to know what was their crime. Et donc j'ai commencé à les interviewer et je leur ai demandé leur nom. Et là, leurs noms, c'était des noms musulmans, c'était Soumeya, Ahmed. Et je leur ai demandé, quel est votre crime, pourquoi êtes-vous là? So I started interviewing a lady, her name was, I don't forget so many names, let us say Uzame. And I told her, what is your crime? And she told me, my crime was that I read the Quran 1 year ago. Et donc j'ai commencé à interviewer une femme, appelons-la Rosama parce que je ne me souviens plus de son nom, et je lui ai dit quel est votre crime? Et elle m'a répondu, mon crime c'est d'avoir lu le Coran il y a 1 an. I interviewed another one, what is your name? He told me, my name is Kadri. And I told him, what is your crime? He said, I have prayed to God in public 1 year ago. Et j'ai interviewé un deuxième homme, je lui ai demandé quel est votre crime, son nom était Kadri, et il m'a répondu, j'ai prié en public il y a 1 an. I asked another girl, I told her, what is your crime, making you to end up here? And she told me, my crime is that 1 year ago, I fell in love with a boy, and then I married according to our religion in the front of an imam. And I also put a headscarf, like these girls there. Et j'ai interviewé une troisième personne. Je lui ai dit quel est votre crime, pourquoi êtes-vous ici? Et elle m'a répondu mon crime c'est d'être tombée amoureuse d'un homme et d'avoir voulu me marier selon la coutume religieuse et donc d'avoir mis un voile sur ma tête. And when I heard these answers, I asked our Chinese hosts and I told them, we came here, you told us that you are going to show us how you, the Chinese, have invented this that you call vocational training centers, but in the West we call them concentration camps. And here you are radicalizing Islamic extremists and radicals, suicide bombers and killers. But these people, they haven't done any crime. Their only crime was that 1 or 2 or 4 years ago, they decided to practice their religion, to read the Quran, to pray to Allah, and these are not what we think of Islamic radicals and the extremists. Et j'ai donc été voir les autorités qui nous avaient invités et je leur ai dit, vous nous avez invités pour nous montrer des centres où vous pratiquez la déradicalisation de personnes qui doivent être des candidats aux attentats suicides, des islamistes radicaux. Et là, ce que vous nous montrez, ce sont des personnes dont le seul crime, c'est d'avoir été musulmans, d'avoir prié ou d'avoir lu le Coran l'année dernière. The answer that we got from our Chinese friends was that they had broken the law. La seule réponse que nous ont donnée les autorités chinoises, c'était ils ont enfreint la loi. And what is the law that they have broken? As many of you know, China is fighting in Xinjiang against the Uyghurs, people like this gentleman here. Xinjiang, I'm sorry, I'm a bit sick. Xinjiang is a very important power hub for the Chinese social imperialism part of the One Road and One Belt project that China has, through which the Chinese, they want to export their goods into Asia, Africa, and Europe. And because this region has historically been populated by Muslim Uyghurs, what the Chinese are trying to do, they're trying to destroy them as a nation.
Et alors, quelle est la loi finalement qu'ils ont enfreint? Il faut vous dire que la région dans laquelle habitent les Ouïghours, comme le monsieur que vous voyez ici, c'est un carrefour très important dans la tentative du gouvernement chinois de s'étendre et de créer des routes commerciales, notamment vers l'Europe. Et c'est en cela que la région du Xinjiang est un atout et une région très importante pour le gouvernement chinois. What China is doing at present in Xinjiang, it is arresting every person who feels to be a Turkic Muslim, who believes in Islam, who doesn't properly speak Chinese. They are arresting these people and they are sending them into these concentration camps. In the concentration camps, they are forcing them to renounce their ethnic identity and their Islamic identity. They are forcing the Muslims to eat pork, not to pray to Allah, but instead to pray to the Communist Party of China and Chairman Xi Jinping. Et donc ce que font les autorités chinoises dans cette région, c'est qu'ils arrêtent les musulmans turcophones, tous ceux qui montrent leur appartenance à la communauté musulmane ou qui prient en public, et ils les mettent dans ces camps, ils les forcent à renoncer à leur identité ethnique et religieuse, et ils les forcent à renier ce qu'ils sont. Through my interviews that I did when I was in Xinjiang, especially those that I made inside China's so-called vocational training centers, I have proved to the world that these so-called vocational training centers are not schools like China pretends. They are mass concentration camps where the Chinese are trying to give the final solution to the Muslim question in China. They are trying, in an industrial scale, to destroy the Uyghur nation and to turn them into Han Chinese. Donc ce que j'ai découvert et ce pourquoi je suis revenue en parler, c'est que le gouvernement chinois, dans ces camps, il ne fait pas du tout de rééducation. Ces camps sont des camps d'internement de masse, de concentration de masse, dans lequel le gouvernement chinois établit une sorte de solution finale destinée à éradiquer tous les Ouïghours qui sont sur place. What France did for the past 200 or 300 years, by trying to turn the Algerians or the Cameroonians into French speakers, but which France did it in a slow motion and not in a violent, fast motion as China is doing. China is trying to do what other European empires did in the past, but what they are doing and how they are doing it is a very violent process, where what they are doing in Xinjiang is a cultural genocide. They are destroying the Islamic identity of East Turkestan. They are destroying these people by treating them like guinea pigs. They are breaking every international norm and violating any human rights that might exist. And they are treating these people worse than the Belgians treated their slaves in Africa 200 years ago. Et donc finalement, ce que fait le gouvernement chinois ici, c'est un peu ce qu'on pouvait voir il y a plusieurs années, ce que faisaient les pays européens, notamment dans les pays d'Afrique. Mais c'est une façon de faire beaucoup plus violente et beaucoup plus rapide, dans laquelle le gouvernement chinois brise toutes les lois, brise toutes les conventions et fait quelque chose qui est comparable à la façon dont, je pourrais prendre pour exemple, la Belgique traitait ses esclaves il y a plusieurs années. Many of the things that I just told you, I have filmed and YouTube them on my YouTube channel. Even though the Chinese authorities have called me
liar and a fake reporter. What I'm telling you is the truth. I have challenged the Chinese authorities, and I told them since when I was in Xinjiang that what they're doing is an unimaginable crime. I am continuously challenging the Chinese authorities, and I'm calling them for an open debate. But what they're doing in Xinjiang is really something that I haven't seen in any place of our planet. Last December, I was in Palestine. I visited West Bank. I saw how Israelis go and kill Palestinians, steal their land, etc. But believe me, the Israeli occupation cannot be compared with what the Chinese are doing. Et donc ce que je fais depuis, et notamment sur ma chaîne YouTube, c'est de parler de ce que j'ai vu, même si de manière répétée, les autorités chinoises me traitent de menteur. Je leur propose pourtant toujours le débat. Et finalement, l'année dernière, je me suis rendue en Palestine pour voir ce qui était fait aux Palestiniens sur le territoire occupé. Et croyez-moi, ce qui se passe entre Israël et Palestine n'a rien à voir, n'a rien de comparable à ce que j'ai vu dans les camps en Chine. Thank you very much. Salam alaikum. Je vous remercie. Je m'appelle Gulaba Jalilova, j'ai 54 ans, je suis citoyenne kazakhstanaise d'origine ouïghour et je suis née et j'ai grandi au Kazakhstan. J'étais commerçante et je dirigeais depuis 20 ans une prospère société d'import-export. Comme tous les Kazakhs qui font des affaires avec la Chine, j'avais une partenaire commerciale dans la région ouïghour. Au printemps 2017, mon associé m'a fait venir à Urumqi, la capitale ouïghour, pour discuter de notre business. J'ignorais qu'une grande vague d'internement avait commencé à s'abattre sur les populations turciques. Je ne savais pas non plus que ma partenaire avait été prise dans une des premières rafles et que depuis, tous mes contacts avaient été emmenés. Dès mon arrivée à Urumqi, je suis emmenée au poste de police, accusée par les policiers menaçants d'être la complice de terroristes et d'avoir viré l'équivalent de 2200 € à une société turque. Je n'avais jamais entendu parler de cette société, ni de cette transaction. Les policiers n'ont d'ailleurs jamais trouvé aucun indice dans mes papiers. Mais peu importe l'absence de preuves ou ma nationalité étrangère. J'ai fait aussi partie de la cohorte de Ouïghours suspects que Pékin a décidé de mettre en camp. Mon passeport kazakh a été confisqué et remplacé par une pièce d'identité chinoise où mon nom a été modifié. Ils m'ont dit que ça suffisait à prouver que j'étais une ressortissante chinoise et ils m'ont obligée à apprendre par cœur le numéro de cette fausse carte. On m'a mis des menottes, enfoncé une capuche noire sur ma tête, direction Sunkan, une ancienne prison pour hommes d'Urumqi, reconvertie en camp de rééducation pour femmes. Je suis emmenée dans une cellule longue et étroite, 7 mètres sur 3, pleine à craquer. Dans une atmosphère fétide et étouffante, s'entassent une trentaine de femmes. Nous avions toutes la tête rasée. Au fil des rafles, on était même jusqu'à 60 à se partager un espace à peine suffisant pour 10. Des Ouïghours pour la plupart, quelques femmes d'ethnie kazakh ou ouzbek, mais aucune chinoise. C'est dans ces 20 mètres carrés que les femmes passent l'intégralité de leur journée sous l'œil des caméras placées aux 4 coins de la pièce. On ne sort jamais de la cellule, sauf pour être puni, au cachot ou emmené en salle d'interrogatoire. Les toilettes, les besoins se font au vu et au su de tous, dans un minuscule coin douche sanitaire qui occupe un côté de la cellule derrière une vitre transparente. Le matin, nous avons 1 minute pour nous laver le visage. Une fois par semaine, une douche froide de 2 minutes, que nous devons prendre à 2 pas de la cabine aux parois transparentes. Un seul savon est distribué par cellule, que les femmes doivent couper à l'aide d'un peigne en 30 minuscules fragments. Même chose pour nos tenues. Nous devions les laver 2 fois par jour, presque sans savon, et les porter sans attendre qu'elles aient séché, n'ayant pas de vêtements de rechange. À cause de cette saleté et de l'impossibilité de nous nettoyer,
Nous avions toutes des maladies de peau épouvantables. Ça fait presque 1 an que je suis sortie et que je peux me soigner, mais mes démangeaisons m'empêchent toujours de dormir. Hormis 20 minutes d'exercice par jour, le plus clair de la journée est dévolu à la rééducation. Nous devions rester assises au sol, jambes croisées, mains posées sur les genoux, alignées par rang de 15, sur 3 rangées, à écouter les haut-parleurs qui crachent sans cesse de la propagande. Les détenus reçoivent 1 fois par semaine du papier et un crayon. Chacune doit se creuser les méninges pour rédiger son autocritique hebdomadaire. Et moi, qui n'ai jamais appris le chinois, je dois mendier l'aide de la chef de cellule pour mettre par écrit mes crimes de pensée. Nous devions exprimer notre reconnaissance envers le Parti communiste qui se montrait si généreux, qui nous nourrissait et nous éduquait. Nous devions avouer nos fautes, notre trahison de ce parti si bienveillant. Dire que nous avions compris notre erreur et jurer d'être à l'avenir de fidèles citoyens chinois. Ils voulaient qu'on renie notre culture, nos traditions, notre religion, qu'on reconnaisse la supériorité de la Chine, de sa civilisation, de son développement. Alors je me suis inspirée des émissions à la gloire de la Chine que nous devions regarder chaque semaine sur l'écran de télévision fixé en hauteur sur un mur. Je répétais ce qu'il disait dans ses vidéos. Le Parti communiste est merveilleux, il a mené la Chine à la richesse et à la puissance. Grâce à lui, la Chine est numéro 1 partout. Nous avons les plus grands avions, les plus grands bateaux, les plus grandes fusées. Il n'y a pas de meilleur endroit au monde que la Chine. Dans les camps, les punitions pleuvent pour un oui ou pour un non. La plus légère, c'est la diminution de la ration de nourriture. 1 bout de pain et un verre de thé par repas pendant 1 semaine ou 1 mois. La ration ordinaire est déjà insuffisante. Elle consiste en effet en une petite tranche de pain rassis, accompagnée d'une soupe claire dans laquelle surnage un minuscule morceau de concombre, sans sel et sans une goutte d'huile. Les femmes voient alors leurs règles disparaître et passent leur journée dans un brouillard mental qui les plonge dans l'apathie. La punition peut être plus sévère quand une détenue s'exprime en ouïghour. Les gardes lui attachent alors étroitement le poignet droit aux chaînes des pieds, l'obligeant à rester tordu dans une position douloureuse. Périodiquement, les détenus sont emmenés pour subir des interrogatoires musclés. On attend que nous avouions des crimes variés, qui tous se résument à une opposition au parti. Les femmes, attachées aux terrifiantes chaises de tigre, sont alors soumises à des tortures, battues, électrocutées. J'ai même, moi, subi ces échanges terrifiants tous les 3 mois. Mes poignets et mes chevilles étaient attachés à la chaise par des cercles métalliques trop serrés qui s'incrustaient dans mes chairs. Les interrogateurs se relayaient toutes les 2 heures, hurlant, tapant du poing, exigeant que j'avoue avoir collaboré avec des terroristes, avoir fait ce virement de 2200 € vers la Turquie. Ou bien me questionner sur tous les aspects de ma vie, mon business, mes enfants, est-ce qu'ils sont pratiquants, est-ce qu'ils prient, ou sur mes amis, est-ce qu'ils fréquentent la mosquée. Je leur disais, mais je suis kazakh, je vis dans un pays musulman où les gens vont souvent à la mosquée. Alors, ils s'énervaient, menaçaient, hurlant, « Nous pouvons te garder ici jusqu'à la fin de tes jours, à vous !» Aussi atroces qu'elles étaient ces expériences, il y avait pire. Les Ouïghours de nationalité chinoise, qui s'étaient rendus dans un pays musulman pour y étudier ou simplement faire du tourisme, subissaient des tortures beaucoup plus graves. Ces femmes ressortaient couvertes de sang, tremblant de tous leurs membres, mutiques. Certaines n'en revenaient pas. D'autres mouraient peu après avoir été renvoyées dans la cellule. Le châtiment maximal, celui qui fait trembler toutes les femmes, c'est le cachot. Un réduit de moins de 2 mètres carrés plongé dans le noir total. Toutes celles qui ont subi ce trou noir en sont sorties changées. Elles étaient devenues folles à l'idée que leur eau, leur nourriture et leur corps étaient à la merci des rongeurs qu'elles entendaient courir dans l'obscurité. Pour moi, les gardes avaient une obsession unique. Interdire l'expression de l'identité ouïghour ou musulmane. Surveillance constante pour empêcher tout ce qui pouvait ressembler au geste de la prière, accès à l'eau réduit pour éviter les ablations rituelles, fouilles répétées obligeant les détenus à se déshabiller en public pour que les gardes vérifient qu'elles n'avaient pas caché des textes saints dans leur partie génitale. J'ignorais que pendant ce temps, mes 3 enfants n'avaient cessé d'insister auprès des autorités kazakhs pour me faire libérer. Un jour d'août 2018, des gardes armés m'ont entraîné hors de la cellule, pieds et poings chargés de chaînes, une capuche noire sur la tête.
J'ai cru que ma dernière heure était venue et qu'ils allaient me coller contre un mur et me fusiller. Mais j'ai été emmenée dans un centre de détention médicale. On m'a annoncé que, en l'absence de preuves d'association avec des terroristes, j'allais être libérée. Mais pas immédiatement, car j'étais trop faible et maigre à faire peur. Alors, pendant 2 semaines, on m'a nourrie. On m'a fait des injections de fortifiants, on m'a teint les cheveux, qui étaient devenus entièrement blancs. Puis on m'a rendu mon passeport, et on m'a accompagnée à l'aéroport. Mon interrogateur est venu me voir, il m'a dit « Pourquoi n'es-tu pas contente ?» J'ai dit « Pourquoi serais-je contente ?» Il m'a répondu « Tu es acquittée. » Et j'ai pleuré, 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 en pensant à toutes mes sœurs qui restaient derrière ces murs et ces barbelés. Alors, normalement, à ce moment-là, il y aurait dû avoir Seragul Sautpe qui aurait dû intervenir, qui est une rescapée de ces camps et qui venait de Suède. Malheureusement, elle a eu un problème, disons, à l'aéroport de Copenhague, parce que la police aux frontières ne l'a pas laissé prendre l'avion à Copenhague. Donc voilà, elle nous fait une vidéo qu'on transmettra sur les différents réseaux sociaux. Voilà, donc nous en sommes désolés. Et nous espérons que le témoignage de Seragul vous parviendra d'une manière ou d'une autre. Merci. Alors maintenant, je vais vous présenter celle sans qui cette soirée n'aurait sûrement pas eu lieu. La formidable Dino Rayhan, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Bonsoir, Pierre Chisler. Ce matin, sur Arte, il y a eu un petit reportage, une cour, intitulé Ouïghour, la fin d'une civilisation. Nous sommes là, justement, la civilisation ouïghour ne sera jamais terminée. Vous êtes là pour ça, je suis là pour ça, nous avons organisé cette soirée pour ça, millions d'autres personnes dans le monde entier se battent pour que la civilisation ouïghour vive et ne meure jamais. Et ça n'arrivera pas tant que les gens conscients seront là. Et je suis une Ouïghour de France, comme il y en a plein ici. Et nous avons créé, il y a 10 ans, j'avais fait un PowerPoint. Est-ce que ça marche ou pas? Et donc, nous avons créé, il y a 10 ans, une association étudiante, puisqu'en fait, la différence, c'est que les Ouïghours en France sont venus majoritairement pour faire des études. Et c'est pourquoi nous avions créé une association étudiante. Pendant 10 ans, nous nous sommes occupés de promouvoir la culture et la langue ouïghour en France et faire connaître les Ouïghours, puisqu'en fait personne ne connaissait. Et voilà, depuis début de cette année, nous avons transformé cette association étudiante en Institut Ouïghour d'Europe pour représenter les jeunes Européens, les Ouïghours d'Europe, intégrés pleinement à l'Europe, mais qui sont fidèles, qui restent fidèles à leur culture et à leur langue. Donc l'importance de notre action de l'Institut, c'est de promouvoir, de sauvegarder la langue et la culture ouïghour, non seulement en France, mais aussi ailleurs en Europe. Et que nous avons fait, depuis 10 ans, nous avons organisé des festivals de la culture ouïghour, mais aussi des colloques nationaux et internationaux dans de diverses universités françaises. Et que nous allons désormais, avec cet institut, continuer bien entendu d'abord les études
ouïghours en Europe, mais aussi nous allons ouvrir aussi, créer une maison d'édition de l'Institut pour pouvoir traduire la littérature ouïghour, faire connaître la littérature ouïghour, mais aussi traduire en ouïghour la littérature ou alors les sciences humaines, les classiques de sciences humaines européens vers l'ouïghour. Et puis également, entre autres, à part cela aussi, notamment nous avons fait, c'est dommage si on n'arrive pas à faire la PPT, et que nous avons depuis 3 ans organisé aussi une école ouïghour pour les enfants ouïghours qui sont nés à Paris. Nous en avons un certain maintenant, puisque enfin, nous sommes ici en France, étant donné que la majorité sont venus pour des études et que cela fait une quinzaine d'années nous sommes en France. Et maintenant nous avons des petits qui sont nés en France et qui ne connaissent pas la langue ouïghour, notamment écrite. Donc nous avons organisé depuis 3 ans une école de week-end pour les enfants. Depuis cette année, nous avons commencé également la danse et la musique ouïghour pour les enfants et les coutumes traditionnelles. Cependant, nous avons un sérieux problème, c'est-à-dire que nous n'avons pas un lieu physique, donc, et que nous ne pouvons pas organiser ces événements, mener ces événements régulièrement d'une manière stable. C'est pourquoi nous nous sommes adressés au pouvoir public pour venir en aide au moins pour nous trouver un lieu moins cher, parce que les Ouïghours sont des gens dignes. Nous ne demandons pas quelque chose de gratuit, on ne supplie pas, mais nous avons de l'argent. Mais étant donné que l'Institut, c'est un organe à la fois bénéfique pour les Ouïghours, mais aussi pour les Européens, pour l'Europe, puisqu'en fait nous sommes là, nos enfants sont nés ici, ils sont des futurs Européens, nous sommes là, et d'autant plus que depuis 3 ans, ce qui se passe, l'atrocité dans la région ouïghour, qui fait que les Ouïghours ils ne peuvent plus retourner dans leur pays. Pour toutes ces raisons-là, il faudrait un lieu pour les Ouïghours, un lieu qui les représente dignement, hautement, leur culture, leur langue, mais aussi leur intégration dans la valeur de l'Europe, et que nous avons besoin d'un lieu, et que je lance ce message au pouvoir public auquel je me suis déjà adressée sans résultat, et que j'attends, et que nous attendons une aide des autorités françaises pour venir en aide, au moins pour nous trouver un lieu moins cher que nous avons payé. Et donc, en même temps, nous avons lancé depuis quelques temps, depuis 2 semaines maintenant, une cagnotte, c'est-à-dire sur la plateforme GoFundMe, nous avons lancé aussi une campagne de crowdfunding, non seulement pour adresser aux Ouïghours du monde entier, mais aussi à toute personne, à toute personne qui est sensible à la sauvegarde de la langue et de la culture ouïghour, et qui sont sensibles à ce qui se passe, qui nous demandent sans cesse à leur échelle, en tant que petit individu, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, parce que face à la 2e puissance économique mondiale, à la 2e puissance militaire mondiale qui fait peur à tout le monde, à la France et à le monde entier, et que toutes ces personnes nous demandent tous les jours qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur échelle en tant qu'individus. Et ce que je veux dire, c'est que je leur ai dit, nous avons lancé cette campagne, vous pouvez contribuer à la sauvegarde de la langue et de la culture en Europe, organiser des événements et aussi éduquer ou élever les enfants ouïghours qui sont nés en Europe pour qu'ils restent fidèles à leur langue et à leur culture, et que pour plus tard, et que j'espère que ça sera très très bientôt, lorsqu'en fait les Ouïghours, ils verront comme tout le monde le jour libre, leur pays libre, et que ces Ouïghours en Europe pourront contribuer avec ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont gardé. Je ne vais pas prendre votre temps, je vous remercie, et que aussi nous avons ça c'est ce que ressemble, voilà. Et puis à la fin il y a aussi enfin l'adresse de la ça c'est
Ça, c'est le budget que nous allons faire pour un an. Donc, 125 000 €, tout en comptant, bien entendu, des achats de seconde main. Et puis, nous allons avoir, étant donné que nous allons avoir dans ce lieu des cours de formation, non seulement pour les Ouïghours, mais aussi pour toute personne désireuse d'apprendre la danse, la musique, la cuisine ouïghour, mais aussi la langue ouïghour. Et aussi, en fait, il y aura un salon de thé, parce qu'il manque en France et en Europe un lieu typique de l'Asie centrale. Nous voudrions un lieu typiquement centra-asiatique, et que ce sera un salon de thé dans lequel il y aura aussi une bibliothèque dans toutes les langues sur l'Asie centrale, sur le peuple turcique et aussi sur les Ouïghours, bien entendu. Entre le salon de thé, la bibliothèque, les conférences que nous allons organiser régulièrement, mais aussi les cours pour les enfants et pour les adultes, nous avons besoin au moins en fait un lieu de 120 mètres carrés que nous comptons avoir. Donc ensuite, je vais ensuite à la fin, voilà notre site internet, que vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires, Uyghur Institute, en 5 langues, étant donné que nous nous revendiquons comme Institut européen, donc nous allons faire avec aussi, entre autres, la langue allemande. Et puis vous avez l'adresse également pour participer à la campagne et pour contribuer. Mais aussi il y a un seau, parce que nous n'avons pas trouvé une petite boîte ici, donc nous avons mis un seau, c'est pour des personnes qui désirent participer maintenant et que parce que tout le monde n'utilise pas ne sont pas très habiles pour l'internet, et pour ce type de personnes, vous avez aussi un seau juste là, et que je vous remercie de votre écoute. Et je vous remercie de votre soutien. Surtout, je vous remercie d'être venu malgré la grève. J'avais cru qu'il y aurait personne aujourd'hui. Et finalement, en fait, nous sommes comme. Merci beaucoup. Alors moi, je reviens juste 2 minutes sur ce que vient de dire Dilma, parce que c'est extrêmement important. Le projet politique de la Chine, finalement, c'est d'effacer un peuple, c'est l'effacement d'un peuple. Et un des moyens de lutter justement contre ce qui est en train de se passer dans le Xinjiang, c'est de faire en sorte de faire vivre cette culture ouïghour. Et donc, quand vous donnez 1 €, quand vous donnez 5 €, etc. à l'Institut Ouïghour d'Europe, en fait, c'est votre manière aussi de protester, c'est votre manière de résister au projet politique de la Chine. Voilà, donc pour la suite, alors au début, on ne voulait pas nécessairement faire parler de responsables politiques, mais ce député veut vous annoncer une initiative qui nous semble importante. Donc je demande à M. Hubert Julien Laferrière de venir. Initiative importante, j'espère. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis effectivement député à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des Affaires étrangères, et je suis un sensibilisé de la dernière heure, grâce au combat que vous menez beaucoup d'entre vous, grâce à l'ICIJ, le consortium des journalistes d'investigation qui ont révélé le contenu de ces fameux China Cables, en particulier Le Monde qui a fait partie de l'enquête. Grâce au Parlement européen qui a attribué, en particulier grâce à Raphaël Glucksmann, le prix Sakharov à Ilham Tohti. Mais malgré tout ça, moi ce qui me frappe quand même, c'est ce contraste fascinant entre l'ampleur de la répression, plus d'1 million, peut-être 2 millions de Ouïghours qui sont internés, et le silence malgré tout, hein, cette chape de plomb. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et si je faisais une enquête auprès de mes collègues parlementaires, je ne suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de parlementaires qui sont au courant de ce qui se passe en Chine. La liberté, la dignité humaine, on s'en prend même à leur mort. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'ils font des cimetières ouïghours qu'ils font disparaître pour en faire notamment des parcs d'attractions.
Et donc, je crois que face à ce contraste-là, il faut évidemment parler, il faut des initiatives comme celle-ci, et bravo à toutes et tous. Il faut parler fort, et en attendant les sanctions économiques que devrait prendre l'Europe, comme le Congrès américain lui-même en a décidé pour les États-Unis, eh bien, je crois qu'il faut qu'effectivement les autorités françaises agissent, parlent fort. Je vous disais, je suis membre de la Commission des Affaires étrangères, et donc le ministre Jean-Yves Le Drian s'est exprimé devant nous il n'y a pas très longtemps. Il a dit que la France exhortait, je reprends ces termes, le gouvernement chinois à fermer les camps et à inviter de toute urgence la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Michelle Bachelet. C'est un premier pas. En tout cas, nous, les parlementaires, que nous soyons de majorité ou d'opposition, notre rôle, c'est d'interpeller le gouvernement. Et donc, ce que je voulais effectivement proposer, c'est que nous organisions dès le début de l'année prochaine une conférence à l'Assemblée nationale, évidemment, où on fera venir le plus possible d'intervenants, où toutes et tous seront invités, mais surtout ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait au moins autant de témoignages sur la situation que vivent les Ouïghours dans cette province du Xinjiang, et qu'on puisse y donner encore plus d'écho que ce soir grâce au salon de l'Assemblée nationale qui nous permettront d'interpeller le gouvernement et j'espère au-delà d'avoir un certain retentissement médiatique. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très bientôt, en début d'année prochaine à l'Assemblée nationale. Bravo à toutes et tous et très bonne fin de soirée. Donc maintenant, je vais demander à Raphaël Glucksmann, eurodéputé et engagé sur la cause ouïghour depuis le mois d'octobre, où il s'était rendu, alors c'était le jour, je crois, de l'anniversaire du régime communiste. Raphaël, tu t'es rendu ce jour-là à Bruxelles, tu avais fait un discours sous la pluie battante. Et à ce moment-là, c'est vrai que tu as été l'un des premiers, nous avons été les premiers à dénoncer ce qui se passait dans le Xinjiang, et on nous opposait souvent le fait que c'était des extrémistes, des terroristes, etc. 2 mois plus tard, il y a eu l'enquête, les révélations du New York Times, il y a eu la révélation du Monde. Donc maintenant, il n'y a plus de débat. Ce qui se passe dans le Xinjiang est une réalité donc, qui est prouvée. Et Raphaël, je crois que ça va être l'un des plus grands combats de ton mandat. Bonsoir à toutes et à tous. Tu as une barbe trop longue, tu vas en camp. Tu as un Coran dans ton sac, tu vas en camp. Tu es pris en train de prier, tu vas en camp. Tu envoies des vœux sur Internet pour une fête religieuse musulmane, tu vas en camp. Et même si tu ne fais pas tout cela, même si tu as un enfant, on te sépare de ta famille et on t'incite à dénoncer tes parents. Et même si tu es mort, on va te chercher dans ta tombe, on retourne ton cimetière et on fait un parc d'attractions qui s'appelle la Cité Joyeuse au-dessus des tombes. C'est ça la politique chinoise aujourd'hui dans le Xinjiang. C'est l'effacement d'un peuple, ça a été dit, au nom de la lutte antiterroriste. Et c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à essayer d'alerter l'opinion sur les Ouïghours, on nous a rétorqué que, vous savez, c'est quand même une lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme. Et moi, pourquoi je n'ai pas cru à ça? C'est que j'avais l'expérience. Par exemple, chez moi, quand j'étais adolescent, il y avait des Tchétchènes qui venaient trouver refuge dans mon appartement. Et ces gens-là, qui étaient considérés comme des terroristes, et qui étaient des femmes et des hommes, tout ce qu'il y avait de plus démocratique, eh bien, déjà étaient exterminés sous prétexte de la lutte contre le terrorisme. Et donc j'avais l'impression, comme ça, en rencontrant dans mon bureau, à Bruxelles, des Ouïghours, des militants ouïghours, de revivre cet éternel kidnapping, en fait, de la lutte antiterroriste par les régimes autoritaires pour effacer des religions, effacer des peuples.
Mais les grands crimes, pour avoir lieu, ont besoin d'immenses silences. Et là, on peut dire que les Ouïghours sont tombés dans un trou noir. Trou noir en Chine, on l'a dit, puisque ces camps sont en dehors de toute légalité chinoise. Ils violent la constitution chinoise. Mais trou noir dans le monde, silence dans le monde entier. Et ce silence tue. Silence des démocraties occidentales jusqu'à très récemment. Ça fait 2 ans qu'il y a ces camps. Et on commence tout juste, en particulier aux États-Unis, à avoir des condamnations réelles. Mais silence au pays des droits de l'homme. On a un président de la République qui a fait une visite en Chine, qui a trinqué avec le premier chinois, qui est resté là-bas plusieurs journées. Et à quel moment a-t-il prononcé ce mot, ouïghour? À aucun moment, dans aucun discours public. Alors je sais, il y avait des contrats à signer. Mais enfin, les droits de l'homme, c'est censé être quand même l'origine philosophique de la République française, non? Eh bien non. Mais moi je propose que dans ce cas-là, on peut aussi réécrire la déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, sauf s'ils sont les sujets de gouvernements avec lesquels nous voulons signer des contrats. Ce serait plus honnête dans notre présentation de nous-mêmes vis-à-vis du monde. Et donc pas un mot de notre président, et pas un mot des autres dirigeants européens non plus. Pas un mot, silence, mais silence aussi dans les organisations de gauche, dans les organisations des partis politiques d'opposition. Qui s'est emparé de cette cause? Qui a donc posé des questions? Elles sont où les manifestations de solidarité? Elle est où la solidarité, je sais pas moi, des citoyennes et des citoyens? Les manifestations, les places occupées, les sit-ins devant l'ambassade de Chine, c'est où ça? Nulle part. Silence, donc. Silence aussi dans les pays musulmans. Les États musulmans qui prétendent défendre cette religion. Regardez la liste des pays qui soutiennent officiellement la politique chinoise dans le Xinjiang. Ça va de l'Algérie à Pakistan. Et ces États, que font-ils? Pourquoi? Aussi, la même raison. Contrat. Et donc, il y a un silence général. Et c'est ce silence-là qui permet les atrocités dont on a eu le témoignage. Et c'est ce silence-là qu'il faut briser aujourd'hui. Ça ne viendra pas spontanément des dirigeants. Il faut que ça vienne de nous. Il faut que ça vienne de la société civile. Il faut que Emmanuel Macron, quand il rencontre un dirigeant chinois, il sache que ses citoyens, ses électeurs, ses électrices veulent qu'il lui parle des camps, qu'il lui parle des Ouïghours. Sinon, il ne le fera pas spontanément. Parce que la réaction sera violente. Et il y a toujours cet argument qui est de dire, mais vous avez vu la puissance chinoise, cet empire, que pouvons-nous faire, nous? Nous dépendons d'eux pour nos cadeaux de Noël. Nous dépendons d'eux pour construire des infrastructures. Nous avons même, pas en France, mais dans d'autres pays européens, vendu des ports, comme en Grèce, comme c'était le projet de Salvini en Italie, aux autorités chinoises et aux entreprises chinoises. Mais là, on touche quelque chose qui est incroyable. On nous a expliqué, à la chute du mur de Berlin, que la mondialisation économique, ça allait être la mondialisation des droits. Et que la démocratie allait se répandre un peu partout. Et aujourd'hui, précisément parce qu'il y a cette mondialisation, on nous explique qu'on ne peut même plus protester contre les Chinois, parce qu'on est trop liés à eux économiquement. Et donc on se condamne à quoi? À être des vassaux? À être des esclaves? À être des serpillères? Toute notre vie? À être des courtisanes à qui on balance des milliards de dollars en échange de l'abandon de leurs principes? C'est ça notre destin. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que être solidaire des Ouïghours, c'est pas simplement un devoir d'être humain, c'est aussi se soucier de son propre avenir. Parce que ce qui se passe en Chine aujourd'hui vis-à-vis des Ouïghours, c'est pas une réminiscence du passé, c'est un modèle d'avenir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les nouvelles technologies sont utilisées pour cette répression. Les systèmes de reconnaissance faciale sont utilisés pour cette répression. Et ce qui est mis en place là, c'est un modèle de contrôle
des populations qui peut se répandre et qui va se répandre. La Chine, ce qu'elle est en train de mettre en place, le Parti communiste chinois, c'est un modèle alternatif aux démocraties et qui marche. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de, via l'influence des contrats chinois, mais aussi via l'influence d'une idéologie antidémocratique, de se convertir à ce type de modèle. Et si on ne réagit pas maintenant, si on ne proteste pas maintenant, alors que le rapport de force est encore en notre faveur, parce que, vous savez, quand on dit on dépend trop des Chinois, et ils dépendent complètement de nous aussi, on est à l'échelle européenne le premier marché au monde. Sans le débouché du marché européen, les entreprises font faillite des pays producteurs. Et donc on est encore en position où on peut faire pression, où on peut protester, où on peut s'indigner, où on peut exercer une politique, enfin ce qui s'appelle la politique, c'est-à-dire où on peut avoir des arguments de poids dans un rapport de force. Et plus tard, on ne pourra plus. Et si on ne contrôle pas maintenant l'émergence de ce monstre, eh bien on le payera nous-mêmes plus tard. Donc défendre aujourd'hui les Ouïghours, c'est un devoir humain, mais c'est aussi se soucier de notre propre avenir. Dans 15-20 ans, quand la Chine aura vu qu'elle peut faire ça sans aucune protestation internationale, sans aucune conséquence, elle ne va pas s'arrêter. Elle va continuer. Et elle va progresser en Asie centrale, on le voit déjà. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui comprendre, c'est que c'est notre intérêt, pas simplement notre humanisme qui doit nous guider. Elle l'a fait pour le Tibet. Elle l'a fait pour le Tibet. Elle l'a fait pour le Tibet, elle le fait pour les Ouïghours, mais elle peut continuer avec d'autres peuples après. Et ne pas comprendre cela, c'est être non seulement inhumain, mais c'est en plus être aveugle à ses propres intérêts. Et donc il faut qu'on montre qu'il y a une opinion publique qui se mobilise sur cette question. Il faut qu'on arrive ensemble à briser ce silence. Et pour briser ce silence, eh bien, il faut alerter nos élus. Vous avez des élections municipales qui arrivent. Des villes chinoises, ou des entreprises chinoises, ou l'État chinois ont des relations avec ces villes, vos villes, nos villes. Eh bien, il faut faire pression sur les candidats, il faut faire pression sur les élus, en leur disant que tant qu'il y a ce camp, il faut dénoncer les accords de coopération avec les villes chinoises, avec l'État chinois. Il faut continuer, il faut aussi faire pression sur les entreprises. On va publier la liste des entreprises européennes qui sont établies dans le Xinjiang. Et il faut faire pression sur ces entreprises européennes pour qu'elles se retirent. Vous savez, j'ai parlé avec des manifestants de Hong Kong, et ils nous expliquent que la police de Hong Kong qui réprimait les manifestants, elle le faisait avec un matériel qui venait d'où? De chez nous. Et donc, il faut faire pression sur ces entreprises qui fournissent du matériel de répression. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une interdiction faite aux entreprises américaines de participer, par exemple, au système de reconnaissance faciale en Chine. Pourquoi pas ça en Europe? Au nom de quoi on tolère que des entreprises européennes participent à cette horreur? Donc il faut faire pression sur nos entreprises. Et enfin, il va falloir quand même qu'on arrive à créer un mouvement qui fasse pression sur le président de la République, qu'on ne se tape plus cette honte ultime de voir notre président, qui nous représente, quoi qu'on pense de lui, passer ses journées en Chine à trinquer avec un président chinois et à aucun moment mentionner ce qui est aujourd'hui eh bien, le plus grand internement de masse au monde. Et faire cela, c'est être fidèle à notre France, à nos principes, pas à la France de Zemmour ou de Le Pen, mais à la France que nous on aime. Enfin, la France qui a proclamé que les hommes naissaient libres et égaux en droit, et qui 2 siècles plus tard rajoutait des femmes aussi, et qui bientôt dira et même les Noirs et les Arabes. Mais c'est cette France-là qu'il faut défendre. C'est cette France qui a des principes. Et pour ça, il faut la faire vivre. Et cette France qui a des principes, si elle ne dit rien sur les Ouïghours, alors elle est morte. On est mort.
C'est aujourd'hui la plus grande violation des droits humains sur cette terre. Et ce qui est, moi, m'horrifie, c'est à quel point le côté massif de ce crime correspond au côté massif de l'indifférence. Et donc, c'est à nous, en fait, de briser cette indifférence. Et aujourd'hui, on a les outils pour le faire. Je veux dire, chacun, de manière isolée, peut se sentir impuissant face à un drame pareil. C'est pas le député européen de place publique qui va faire céder l'empire chinois. C'est pas non plus une citoyenne ou un citoyen dans sa ville qui va faire céder ou évoluer la position d'Emmanuel Macron. Mais par contre, tous ensemble, si on crée un mouvement d'opinion, si on montre que pour nous ça compte, eh bien alors notre avis commencera à compter. Et donc il faut vraiment que, eh bien, pendant toute l'année prochaine, on arrive partout en France à faire des événements comme celui-ci, en plus grand, en plus massif encore, et que partout, en fait, les gens qui veulent faire de la politique, qui veulent être nos représentants, eh bien, entendent nos voix les alerter sur les Ouïghours, entendent nos voix les alerter sur les camps, entendent nos voix, eh bien, les obliger, en fait, à agir. Et encore une fois, ça peut aller de l'échelle locale, dans des accords de coopération, à l'échelle pan-européenne. Et donc la semaine prochaine, on va déposer au Parlement européen une résolution qui condamne les camps, qui exhorte les États européens, parce que ça on n'en a pas encore parlé beaucoup, mais les États européens à protéger les Ouïghours qui sont en Europe, parce que le harcèlement, eh bien, il continue jusque chez nous. Les coups de téléphone, les convocations à l'ambassade, les colis suspects qui sont reçus, les pressions qui sont exercées sur les familles pour que ceux qui vivent ici restent silencieux, et même par voie de malfrats interposés, des agressions qui sont téléguidées en réalité par le Parti communiste chinois. Et bien tout cela, il faut que ça cesse, parce que sinon on se fait encore une fois marcher dessus. Et je pense que personne ici n'a envie eh bien, que l'Europe devienne un terrain de jeu pour des puissances autoritaires comme la Chine ou la Russie. Là, dernièrement, à Berlin, en pleine rue, un Tchétchène s'est fait tirer une balle dans la tête, et il y a quoi comme conséquence? Alors que les autorités allemandes ont dit que c'était lié au FSB, au KGB russe. Aucune conséquence. Donc, encore une fois, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que cette solidarité vis-à-vis d'un peuple qui est en train de se faire effacer de la surface du globe, c'est une solidarité envers l'autre, mais c'est aussi un souci de nous-mêmes, de ce pourquoi on veut exister en tant que France ou en tant qu'Europe. Si on veut juste être un continent de consommateurs, on peut continuer. Mais franchement, la démocratie, chez nous, hein, pas seulement en Chine, chez nous, alors finira par disparaître. Si on veut être un continent de citoyennes et de citoyens, si on veut respecter les principes qui sont inscrits en grand sur les frontons de nos mairies, eh bien il est temps, il est plus que temps qu'on se réveille et qu'on se mobilise. Donc voilà, quand on a lancé nos premiers appels, on a été surpris et heureusement surpris en fait par le nombre de gens, en particulier des jeunes, qui partageaient leur indignation, qui partageaient les messages, les vidéos, qui en fait faisaient de la politique sans prendre des cartes de parti, juste en exprimant leurs idées, par solidarité avec des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés de leur vie. Donc il y a cette France humaniste, elle existe. Simplement maintenant il faut la structurer, il faut la mobiliser sur une cause précise. Il ne s'agit pas, on ne pensera pas les mêmes choses sur tout un tas d'autres sujets. C'est pas la question là. La question c'est juste sur cette cause, pour aider ce peuple, pour aider ces gens qui sont littéralement effacés de la surface de la Terre, eh bien on se rassemble et on se montre. On montre qu'on peut être nombreux. On montre qu'on peut être nombreux dans tout type de quartier, dans les banlieues, dans les centres-villes, en zone périurbaine, partout. Et même si c'est des rassemblements, au début il y a 10 personnes, c'est pas grave. Il y aura 10 personnes qui
montreront leur solidarité avec les Ouïghours dans des villes qui sont à des milliers de kilomètres des camps chinois. Donc, chacun ici, on n'aura pas l'argent de la Chine pour faire ça, on n'aura l'argent d'aucun pays pour faire ça, on n'aura même pas la France officielle qui nous soutiendra, parce que ce sera un caillou dans leurs chaussures. Et chacun d'entre nous, on peut faire des petites choses et ensuite les diffuser. Par contre, nous, ce qu'on pourra faire, c'est relayer toutes vos initiatives, les coordonner, relayer toutes vos initiatives et leur donner un impact démultiplié en les mettant sur les réseaux et en misant sur cette solidarité qui est en train de naître vis-à-vis des Ouïghours de Chine. Voilà, et pour moi, ma raison, en fait, au-delà de sentiments humanistes, ma raison personnelle, c'est que j'avais fait une promesse à un vieil homme mourant qui m'avait dit, la veille de sa mort, enfin il est mort dans la nuit qui suivait, il m'avait dit, en fait, dans ton existence, tu peux être de gauche, de droite, faire ce que tu veux de ta conscience politique, c'est pas mon sujet. Mais la seule chose, il faut savoir se battre pour les causes que tous les autres pensent perdues. Cet homme qui allait mourir, il a passé 15 ans de sa vie à se battre pour les Tchétchènes alors que la terre entière s'en foutait et est traité de terroriste. Et cet homme qui est mort, c'était mon père. Je lui ai promis que ma vie serait guidée par ces causes-là, ces causes que peu d'autres défendent. Et je compte bien rester fidèle à cette promesse. Et voilà, je pense qu'on juge de nos engagements respectifs les uns les autres, à notre capacité en fait à s'évasser derrière des causes qui sont plus grandes que nous. Et là, si vous m'en croyez, on a vraiment une cause qui est immense, précisément parce qu'elle est abandonnée de tout le monde. Donc, on fait de 2020 une grande surprise qui est la naissance d'un immense courant de solidarité avec ce peuple qui est aujourd'hui déporté, opprimé, effacé dans le silence le plus complet, simplement parce qu'il a la religion qu'il ne faut pas, la langue qu'il ne faut pas, l'identité ethnique qu'il ne faut pas. Et nous, on veut construire un monde où justement, en fait, on a le droit de se balader avec un Coran, on a le droit de croire ou de ne pas croire. On veut construire une société qui exclut ce type de comportement. Et donc, si on n'arrive pas à faire une mobilisation sur cette cause-là, on perdra aussi tous les autres combats. Donc voilà, il faut qu'on se serre les coudes, qu'on fasse de 2020 l'année de la solidarité avec les Ouïghours et l'année du combat contre cette politique criminelle. Et qu'on ne se laisse pas impressionner par les arguments de type lutte antiterroriste. Parce que qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Le terrorisme, c'est, via une action particulièrement violente, inspirer la terreur dans le reste d'une population. Alors, qui est terroriste aujourd'hui au Xinjiang? Qui est terroriste? Les Ouïghours ou le gouvernement chinois qui parque plus d'1 million de personnes dans des camps, qui violent des femmes publiquement pour effrayer les autres, qui cherchent des textes sacrés dans les parties génitales, comme ça vient d'être dit? Qui est terroriste? Les terroristes au Xinjiang, c'est le gouvernement chinois. Bravo! Et donc lutter contre le terrorisme, c'est lutter contre le Parti communiste chinois. Voilà. Donc, soyons solidaires et montrons que cette France humaniste n'est pas morte et qu'elle vit encore et qu'elle peut même renaître à travers l'aide apportée aux Ouïghours de Chine. Et merci beaucoup d'être venus. Alors, juste avant de terminer la soirée en musique, je vais juste demander pour une photo que toutes les personnes qui sont intervenues ce soir viennent sur scène. Et on peut les applaudir.